Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Linda et je t'emmène au festival Ici Vietnam. Viens avec moi et regarde ce qu'on t'a préparé. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Salut chef. Ça va bien? Ouais, ça va et toi? Super bien, je suis super content de tous vous retrouver. Ouais. Il fait super beau. Je peux le dire ou pas? On s'est fait déchirer. Ouais, bah j'ai l'impression. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais il y a quand même du monde qui fait. Non, mais j'ai une super équipe là, on est en train de reproduire. On carbure comme dans les rues de Saigon là. Moi j'ai goûté le Ban Bao classique. Ouais, le classique, ouais. C'est une tuerie. Mais c'est normal. Ouais. Il y a un œuf de caille dedans, c'est super bon. Ouais. À la façon Hoi An. C'est un petit comptoir dans le centre du Vietnam, un ancien comptoir japonais, d'où vient mon arrière-grand-mère. Et là-bas, on fait les ban bao avec un œuf de caille dedans. D'accord. Donc je me suis dit, allez, on va le refaire. C'est fin, c'est bon. Et puis voilà. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes Ban Bao fusion Ouais. que tu as aussi sur le stand? Ouais, bien sûr. Alors, on a repris des ban bao au curcuma, qui est beaucoup utilisé dans la région nord sur les hauts plateaux. Donc du coup, on a mis un poulet avec du shiitake dedans. Le shiitake, c'est un champignon japonais qu'il faut cuire une bonne trentaine de minutes pour aller enlever toutes les toxines. Ok. Et après, c'est une explosion en bouche. D'accord. Et gamme italienne. T'as goûté? Ouais. Tu l'as vu, je crois, non? Je l'ai vu, je l'ai pas encore Tu l'as vu? goûté. Donc j'ai pris une mozzarella di bufala campana. J'ai mis un insert de tomates séchées à l'huile et à l'ail. Ouais. Et une pâte avec du basilic frais. Génial. On a les couleurs d'Italie. Ouais. Et le quatrième, un sucré. Et c'est quoi ton sucré du coup? Le sucré, c'est un adriatique encore dans la gamme italienne. Ouais. C'est une pâte à l'amaretto. C'est un petit alcool plutôt liqueur, très léger, Ouais. à base d'amande. Ouais. D'accord. Et un insert, j'ai mis, t'es gourmande? Ouais, je suis gourmande. Tu moi. vas kiffer. Une frangipane, noisette amande, insert, confiture, extra bio cerise griotte. Oh là là, c'est du lourd. T'en veux un ou pas? Ouais, je veux bien T'en goûter. veux un? Je vais me faire T'en tuer, restes je vais me ou faire pas? tuer, je vais me faire tuer, c'est pas grave. Regarde, amande effilée Ça, c'est- dessus. Oh là là, c'est magnifique. Il est froid là, malheureusement par contre. Ouais. Waouh, trop beau. Et l'ingrédient secret, beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. Énormément d'amour. Énormément d'amour. Que de l'amour. Magnifique. Alors c'est sucré, comment dire, les puristes ils vont me dire, allez rentre, on emballe, c'est pas possible. Mais on sort des codes, on ose, on fusionne. Mais c'est ça qui est beau dans la création, c'est de pouvoir mélanger les influences de partout. Mais complètement, Ouais. complètement. La cuisine, c'est pas figé. C'est ce qu'on apprend à l'Académie de cuisine, tu vois, dont je fais partie. On transmet, on adapte et on donne du plaisir. Voilà. Moi, j'adapte ma cuisine et je fusionne dès que je peux. Et ça fait combien de temps que tu es chef Que je suis chef, ça fait 12 ans professionnel D'accord. et plus de 30 ans Wow. sinon, par passion. Et je suis en reconversion professionnelle, mais voilà, j'ai eu plusieurs vies dans une vie. D'accord. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, chef? Partout où on a besoin de moi. Comme la Légion, je me déplace. Non, j'avais quelque chose avant le Covid. Maintenant, les cartes ont été rebattues. Donc je suis retourné à mes premiers amours. Je suis chef privé maintenant. Ok, super. Voilà. Et je fais des réceptions Ouais, pour les institutions, pour les administrations, et puis certaines fois pour les privés. ok. Voilà. Et on peut te retrouver sur Instagram, c'est ça? Insta, Facebook, Twitter, j'y suis pas. Je réponds aux messages quand j'ai le temps et je décroche quand je suis pas en cuisine. Voilà. Voilà, c'est tout. Bah merci beaucoup, Mais chef. je t'en prie. Top. À bientôt. Merci. Salut Van, comment tu vas? Bonjour, ouais, je suis très bien et très excitée dans cette ambiance Ouais. très conviviale et qui part tous autour de culturalité du Vietnam. Tu as une maison de thé?
Oui. une galerie d'art du Vietnam aussi. Ouais, en fait, j'ai créé il y a plus de 3 ans ma marque de thé Nuage Sauvage. Donc, c'est la traduction de mon nom, en fait, Van, ça veut dire nuage. Et tous les thés que j'ai sélectionnés, c'est bien d'une région très sauvage encore. Et que je suis vraiment amoureuse de cette région-là. Donc c'est du nord du Vietnam, à Ha Giang, à Lao Cai et Yên Bai, qui est en face de la Chine. Et que j'ai découvert il y a 3 ans. C'est une culture millénaire de thé qui commence par là, on dirait une berceau de thé. Mais comme le Vietnam, c'est un si petit pays, on en parle peu. Alors je décide de créer ma marque en fait pour l'idée de développer dans le développement durable et promouvoir la culture de thé du Vietnam et aussi dans la culture agroforestière de cette région. C'est pour ça que ma marque est uniquement de cette région-là et j'ai déjà un petit atelier de thé avec mon coproducteur pour créer ensemble chaque année un nouveau thé en cru. D'accord, waouh, génial. Et on a participé aussi à des concours de thé du monde. Wow. Et on a gagné il y a 1 an le concours de thé blanc du monde. On a gagné la médaille d'or. Bravo. Je suis vraiment très fière pour le thé du Vietnam. Et du coup, c'est vraiment je travaille pour ma fierté d'abord, en tout. Et en plus, je suis contente d'avoir apporté un petit bruit pour le thé en cru du Vietnam. Et depuis 3 ans, je me bats pour ça et je suis très contente des résultats. Comment est-ce que t'es venue cette idée de promouvoir le thé du Vietnam? Comment est venue cette passion et cet amour pour le thé? Il y a 3 ans, je pense que j'ai fait un burn-out. J'aimerais me chercher qui je suis vietnamienne, j'habite à Paris, qu'est-ce que je peux faire et que je faire ensuite je fais des photos. Pendant que je fais les études Robelin à Paris sur la photographie, j'ai découvert aussi par hasard à la région du nord du Vietnam, il y a des thés qui vivent jusqu'à centaines d'années, 3 mètres, 5 mètres de haut, qu'on doit monter dessus. Donc il n'y a rien à voir avec l'image que j'ai avant, comme la plupart des Vietnamiens aussi, qu'au Vietnam, des champs de thé à perte de vue, avec les arbres qui montent jusqu'à des hanches pour la pisser les cueillettes. Je dis non, c'est une culture encore méconnue et que je commence à découvrir. Je fais la photo, je suis venue, je vécu avec les gens. J'ai fait une exposition d'art sur le thème de thé sauvage aussi à Centre culturel français à Hanoï. D'accord, super. Et là, c'est quelque chose naturellement qui arrive, alors j'aimerais bien faire connaître ces cultures encore méconnues, préserver ces endroits encore risque de déforestation et touristique. J'aimerais bien parler de ça, de notre philosophie de vie déjà, que les Vietnamiens, ils sont très, en général, très à l'écoute. Et on n'a pas un écho soi-même très très grand, mais c'est la vie, harmonie avec la culture, avec la nature est plus importante. C'est très beau. Voilà, merci Van. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver ton thé? En fait, j'ai toujours mon site nuagesauvage.fr que j'ai créé depuis 3 ans. D'accord. En fait, la chance d'ouvrir ma boutique au 34 rue Bichat, qui s'appelait Cha Art. Cha, ça écrit T-R-A. C'est du thé du Vietnam. C'est le miroir de l'art, A-R-T. Donc c'est une forme de la vie en fait. Et dans cette boutique, je propose mes gammes de thé Nuage Sauvage. Et ensuite, il y a une mur, galerie d'art, pour les jeunes artistes vietnamiens encore méconnus, qui puissent s'exprimer de tous les projets, tous ces regards à travers l'art contemporain. Et c'est pour ça que mon but vraiment de promouvoir la nouvelle image du Vietnam à travers les jeunes regards vietnamiens. C'est très bienvenu pour qu'on puisse parler plus de thé. C'est vraiment ma passion. En tout cas, on sent vraiment toute ta passion, ton amour pour le thé et cette harmonie que tu as envie de construire avec la nature. Et c'est génial. Donc, je suis ravie de t'avoir rencontré. Moi aussi, et je suis ravie d'être là. C'est vraiment. J'espère que le festival peut organiser tous les ans. Comme ça, on peut discuter plus sur le thé et la culture du Vietnam. Bonjour tonton Hai, bonjour tonton Hep. Bonjour Linda. Vous allez bien? Très bien. Ça va très bien.
Alors vous êtes ici sur le festival Ici Vietnam. C'est la première fois que vous venez à ce genre de festival? Ben, pour moi, c'est la première fois. J'étais surpris et j'étais très honoré qu'on fait ça. C'est parce que pour mettre en lumière notre culture, notre cuisine, tout ça, tout. Parce que la culture vietnamienne, on a notre tracé, on a notre culture à nous. Il ne faut pas oublier que le Vietnam, c'est comme on dit toujours la culture millénaire de 4000 ans. Et donc, en tant que Vietnamien de France et de Paris, avec aujourd'hui notre acteur de cinéma, Anh Hiệp. J'insiste parce que je suis son fan. Comment vous connaissez alors? Vous vous êtes connu sur des scènes de théâtre, de spectacles vietnamiens, c'est ça? Alors moi, je suis un fan de cinéma de Anh Hiệp et j'ai vu Anh Hiệp dans une pièce de théâtre d'abord, qui parle de Saigon, que j'ai beaucoup aimé. Caroline Gila Nguyen, voilà, c'est ça? donc j'ai pu voir ce spectacle. Et depuis, je suis Anh Hiệp par le biais de Facebook, par le biais de WhatsApp, et je le suis comme ça jusqu'à aujourd'hui avec le dernier film, mon dernier court-métrage. Ouais. Un jour, j'ai l'honneur de le connaître parce qu'on a réalisé Dỗ Tổ Cải Lương et puis lui, il a joué une pièce de Cải Lương. Une pièce de théâtre, oui, moi je suis plutôt dans les pièces de l'opéra vietnamien, le Cải Lương. Et c'est comme ça qu'Anh Hiệp, ce jour-là, nous a invités pour faire le, comment dirais-je, Dỗ Tổ, on dit comment en français, c'est-à-dire la commémoration de notre, comment dirais-je, notre génie de l'opéra du Vietnam. D'accord. On le fait une fois par an, c'est l'anniversaire de notre génie. Et c'est là que tous les acteurs et actrices, on vient là pour reproduire les scènes de l'opéra, tout ça, où Anh Hiệp était quand même le fondateur de cette... Non, l'organisateur, c'est tout. L'organisateur. Il est très modeste. C'est quand même un acteur vietnamien qui nous représente dans le cinéma français. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup et moi c'est pour ça que je le suis. Avant, je me suis défini toujours, je suis l'asiatique, le chinois de service du cinéma français, mais maintenant j'ai ma place. Maintenant, les Français disaient non, t'es vietnamien. Maintenant, t'es vietnamien. Et tu as joué le dernier court-métrage Maximilienne Badier-Rosenthal dans le court-métrage Malabar. Oui. Et je t'avais reçu pour le premier épisode de Banh Mi Podcast. Oui, exact. Et j'étais vraiment très contente de t'avoir reçu parce que c'est là que je t'ai rencontré. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, tonton Hiệp? En ce moment, on prépare une pièce qui s'appelle Fraternité. Et on va jouer à Avignon, là, on va au festival d'Avignon. Ça raconte quoi, Fraternité? C'est un centre de consolation des gens qui perdent quelqu'un et tout ça. C'est une fiction, carrément. Et ce que nous sommes fiers, c'est que nous sommes les deux, mon épouse et moi, deux Vietnamiens dans la pièce. On est 14 comédiens de toutes nationalités. Et nous sommes deux représentants. Waouh, deux Vietnamiens qui nous représentent. Ouais. Magnifique, bravo Anh Hiệp. Oui, bravo pour ça et bravo de normaliser en fait le fait de voir des artistes, des acteurs, des comédiens, tous les talents en fait qui viennent de toutes origines et notamment le Vietnam. Ben, merci. Et on fait un tour ensemble sur le festival pour aller manger. Il y a plein de choses à manger. Il y a Cinto, Banh Mi. Il me semble que c'est la première fois qu'il y a un food street vietnamien, non? Bah pour moi, c'est la première fois. C'est la première fois. Vous êtes surpris quand tu m'as réenvoyé cette surprise. Ça fait plaisir de voir ça. C'est pour ça que je suis obligé de venir. Bah oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est normal. Oui, t'as pas de... Ouais. 1, 2, 3. Non. Aïe, bah. Salut Sylvie, comment tu vas? Eh ben, très bien, ravie, heureuse de voir tout ce monde sur la place Monge. Voilà, je crois que c'est une réussite, donc on est tous très contents. C'est la première fois que je participe à un festival où tu as de la bouffe vietnamienne, tu as plein de stands, des artisans qui mettent en lumière la culture vietnamienne, de la scène et tout. Bravo pour ce festival, franchement. Bah, merci, c'est bravo à toute l'équipe parce que ici Vietnam Festival, avant tout c'est une équipe, c'est des associations, c'est des bénévoles qui travaillent énormément voilà, pour essayer de faire effectivement connaître la culture vietnamienne, la culture contemporaine et surtout de la partager en fait avec le plus grand nombre. Vraiment les mots d'ordre du festival, c'est partager, découvrir, voilà, découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles émotions.
Et là aujourd'hui on est servi parce que non seulement on a nos papilles qui sont toutes réveillées par des saveurs mélangées, métisses, inspirées du Vietnam, et puis aussi on a les yeux qui se sont émerveillés devant les spectacles de scène contemporaine qui sont proposés aujourd'hui. Et voilà, donc j'espère que tout le monde est heureux, mais je crois que c'est le cas. Voilà. Comment est né Ici Vietnam, Sylvie? Tu peux nous raconter un peu la genèse? Oui, en fait, Ici Vietnam Festival, en fait, c'est parti vraiment de l'idée de partage. De l'idée de partage, parce que bon, les Vietnamiens, on nous colle souvent l'étiquette, on est travailleurs, on est complètement liés à l'informatique et tout. Et en fait, pas du tout. Il y a beaucoup d'artistes dans beaucoup de domaines. Et on a eu envie un petit peu d'afficher un peu cette étiquette, que oui, les Vietnamiens il y a plein d'aspirations artistiques et dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un festival aussi qui est multidisciplinaire. Donc ça, c'est aussi son originalité. C'est qu'il y a de l'art culinaire, de l'art cinématographique, de la littérature, de la scène contemporaine, de la musique. Et j'en oublie certainement, il y en aura, et ça va certainement s'élargir. Et le but, comme tu disais, c'est vraiment de mettre en lumière les artistes d'origine vietnamienne et de les faire connaître aux autres, mais non pas seulement à la communauté vietnamienne, mais à tous les gens amateurs d'art, en fait. Et de partager, en fait, parce qu'on pense que c'est vraiment important de partager la culture. Ça nous donne des émotions communes et on pense peut-être un peu naïvement et d'une manière un peu utopiste que en partageant comme ça ces mêmes émotions, et voilà, on pourra faire des belles choses tous ensemble. Ça crée du lien surtout. Exactement. Ça crée du lien, ça donne envie de créer nous-mêmes aussi, de s'inspirer. J'ai été à la projection d'Ici Vietnam l'année dernière en octobre. Ouais. Quand je rentrais en France, en fait, j'avais jamais vu ça avant. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir faire projeter des courts-métrages ou des longs-métrages d'ailleurs de créatifs d'origine vietnamienne. Ça m'a donné aussi l'inspiration pour moi-même me dire et d'oser de faire des choses dans tout ce qui est du domaine artistique et créatif que j'avais peur et que je regardais de loin parce que je ne voyais pas forcément ces personnes être visibilisées dans les médias, tu vois, genre un peu plus généralistes. Et le fait de voir qu'il existe en fait des organisations qui peuvent faire rayonner la culture vietnamienne, pour moi, ça m'a donné le petit coup de boost en fait. Et alors vraiment un grand merci parce qu'on ne peut pas avoir de meilleurs compliments. En fait, notre but, c'est ça. C'est de donner le courage, cette petite étincelle qui fait que ayez confiance en vous, faites-nous découvrir ce que vous avez à l'intérieur. Parce qu'en fait, on rencontre des gens vraiment étonnamment riches et on s'aperçoit en fait s'il y a quelque chose de commun pour l'instant dans tous les artistes qu'on a rencontrés et qu'on a eu la chance de pouvoir, dont on a pu montrer les œuvres, c'est qu'ils cherchent leur source vraiment au plus profond d'eux-mêmes. C'est vraiment des artistes qui créent des œuvres venant vraiment de l'intérieur et venant de l'intime. Parce qu'il faut dire aussi une chose, c'est que culturellement, les Vietnamiens il y a une grande pudeur à parler de soi, à parler de la famille, même si c'est hyper important. C'est toujours difficile. Ouais. Et en fait, grâce à l'art, on arrive à exprimer ces choses-là et à les partager, ce qui rend toujours les festivals, on a des rencontres très très émouvantes. Voilà. Quel a été ton dernier coup de cœur cinématographique, parce que toi tu t'occupes des projections et de la partie cinéma? Tout à fait. On va avoir le plaisir en fait de présenter dimanche prochain, dimanche 27 juin, au Grand Action, le documentaire The Nodé Process, qui suit le parcours de Don, en fait Nodé, mais son nom d'artiste. Et c'est fait par deux jeunes réalisateurs, Francis Cutter et Maël Huran, pardon. Et en fait, ils ont suivi le parcours de Don qui est en fait un petit peu un emblème puisqu'il a commencé son parcours artistique en France, à Paris, il a percé et il est ensuite, après avoir obtenu le succès, il a voulu encore aller plus loin et aller rechercher des nouvelles sources d'inspiration en Asie et notamment au Vietnam dont il est originaire. Et donc voilà, je pense que ça va être un grand moment, on va essayer d'organiser un duplex en fait avec lui avec Don, et donc pouvoir discuter en direct et le débat
repas sera animé par Anthony Chélan. Ouais. D'ailleurs, Don, que j'ai rencontré l'année dernière, j'ai retranscrit une interview, je l'avais rencontré à Saigon. Et aussi Pierre Tam-Han, qui est l'auteur et le scénariste en fait, du documentaire, il sera là aussi. Et Anthony Chélan, que j'avais reçu dans l'épisode 7 de Banmi Podcast. Donc ça fait très plaisir de les retrouver, de pouvoir mettre en lumière ce documentaire qui est très bien réalisé. Vraiment, c'est une quête identitaire que je pense beaucoup de notre génération vive par rapport à renouer avec ses origines, avec ses héritages. Et prendre du recul un peu sur ce qui se passe ailleurs et sortir un peu de sa zone de confort. Et donc là, Don qui est parti à Shanghai, au Vietnam, qui redécouvre plein de choses et qui se redécouvre lui-même. Donc vraiment, j'invite tout le monde à aller voir cette projection. Et merci Sylvie. Tout à fait, merci. Et puis Don, ce que je rajouterais juste, c'est que c'est vraiment un documentaire où il y a beaucoup de cœur, parce que Don nous donne une voix intime en fait de son intérieur. Et je pense qu'en plus, que ça peut intéresser aussi d'autres communautés qui ont eu le même parcours en fait, que la communauté vietnamienne. Je voulais juste rajouter ça, parce qu'en fait, dans notre optique d'ouverture, c'est important de savoir qu'en fait, que ces doubles cultures, ces métissages en fait, c'est universel. Exactement. Voilà. C'est ce que j'essaie aussi de retranscrire moi-même avec Banmi Podcast, c'est que effectivement c'est un podcast qui parle d'Asie, qui parle des héritages asiatiques, mais tout le monde peut s'y retrouver parce que c'est des parcours de vie que tout le monde peut vivre et donc tout le monde peut se retrouver. Donc merci d'organiser ce festival, vraiment c'est ce qui nous manquait je pense et ça nous fait du bien. On vous attend dimanche prochain alors. Super. Merci Sylvie. Au revoir. Salut Alban, salut Fabien, vous allez bien? Salut, ça va et toi? Ouais, il est 15h30 et Alban et Fabien partent déjà parce que vous êtes fait complètement démonter. On s'est fait dévaliser en 2 heures. 14 heures, c'était déjà fini. Les locaux ils sont partis le premier. Ouais, les locaux en premier. Après le riz, après les banh mi, parce qu'on avait prévu plus large. Et après les gens, ils ont demandé à ce qu'on bricole ce qui nous restait avec du riz, avec ce qu'on pouvait. Donc on a bricolé, on a tout vidé. Bravo. Voilà, ça prouve vraiment que vous êtes des big boss. Tout à fait. Un peu. On espère un petit peu quand même, ouais. Alors moi je vous ai connu il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'une semaine, et tu me racontais un peu ton histoire Alban. Tu n'étais pas du tout dans la restauration avant? Non, pas du tout. Nous Qu'est-ce que tu faisais? On était dans la com. Il avait une agence de com, on bossait tous ensemble. On a bossé ça pendant 8 ans ensemble et en 2013 en fait j'ai repris le resto familial de mes parents qu'on a transformé en restaurant vietnamien à Antony et ça a marché. Ça a marché tout de suite, donc on s'est dit on va ouvrir, on l'a vendu et on s'est installé à Paris pour partir sur notre aventure. Et vous l'avez ouvert en septembre 2020, c'est ça? Septembre 2020, oui. Ouais, donc en plein Covid, donc bravo, beau challenge. Et vous l'avez appelé Big Boss. Pourquoi Big Boss? Parce que c'est à la relève, justement. Le resto d'avant, il s'appelait Chez Madame Cho, donc c'est le restaurant de ma maman. Et comme nous, on est les petits boss, on a pris la relève, on est à la relève. Mais on a toujours les parents derrière. Voilà. Okay, parce qu'ils ne veulent pas partir. Bah oui, ils étaient là aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est cool. Toujours là. Ouais. Jusqu'au plus longtemps possible. Ouais. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'en général, quand on voit une maman en cuisine, ça attire les gens, quoi, en fait. Ça attire les gens, et puis surtout, ça a ce côté très authentique, et puis ça a cette transmission un peu de filiation, en fait. Voilà, c'est le but, en fait, qui est de transmettre cette culture, parce que nous, on a la culture, par exemple, moi, je parle pas vietnamien, mes parents le parlent. C'est vrai que ça fait la jonction, quoi. C'est pas évident parce que nous, il y en a plein qui viennent de parler vietnamien comme là aujourd'hui sur le stand. Je sais pas si tu répondre un mot, quoi. Ouais, mais c'est l'occasion. C'est dans ce genre de déjà, festival que tu t'ouvres à la culture et tout ça. C'est un échange et tout, donc c'est cool. Déjà, on la retrouve dans la nourriture, ce qui est déjà pas mal, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve à Big Boss? On a le loklap, on a le porc caramel, on a le komrang, on a des rouleaux de printemps, des nems, on a le feu. Feu maison, il y a le feu Big Boss aussi, qui est notre feu à nous, quoi, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le porc caramélisé. Vraiment, en fait, c'est vraiment des plats que je mangeais quand j'étais enfant, en fait. On a une petite carte, mais au moins tout est frais, tout est bien, tout est fait maison, et du coup, c'est bon. Voilà,
ça plaît aux clients en tout cas. Alban, tu avais partagé cette illustration Love Our People Like You Love Our Food. Pourquoi ça t'a parlé, cette illustration et le message derrière? Parce que on se sent très concerné en fait, surtout en ce moment. On voit avec ce qui se passe depuis le Covid en fait. Il y a une recrudescence de gens qui se permettent d'insulter la communauté asiatique gratuitement, je trouve, et qu'à force de ne pas répondre, ça les incite à continuer. Donc on est obligé de se lever et de dire non, ça passe pas quoi. C'est pas à vous de nous dire ce qui est raciste en fait. C'est ça. Et en plus de ça, je pense qu'il y a une résonance qui est encore plus forte pour les gens qui font à manger en fait. En fait, je trouve que ça représente bien ça parce qu'il y a beaucoup de personnes à mon avis qui se permettent des réflexions, mais qui mangent asiatique, que ce soit chinois, que ce soit vietnamien, et qui aiment beaucoup leur nourriture au final, mais qui se permettent de faire des réflexions sur leurs origines, et ça je trouve ça ridicule et inadmissible en fait. Ça ne devrait pas exister. Mais ce message, il est aussi un peu universel dans le sens où c'est pour n'importe quelle nourriture. Oui, n'importe quelle nourriture, n'importe quelle culture, ça marche à tout le monde quoi. C'est ça qui est intéressant je trouve. Et vous avez une identité propre à Big Boss, il y a beaucoup de graphes, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer On est tous des graffeurs, on a tous, voilà. On avait des agences de com, hein. déjà à la base si on fait de la com, de la com du design graphique, c'est parce qu'on venait déjà du milieu de graffiti tous quoi. Donc ça reste notre identité en fait en premier. Et comment tu retrouves, et en même temps, tu vois, genre cette passion de faire la cuisine, en même temps la passion de faire du graphe et tout, où est-ce que ça se rejoint en fait, ces deux mondes? La cuisine c'est visuel, pour donner envie de manger, il faut que ça soit joli, il faut que ça soit bien présenté. Et comme un peu le graffiti, si c'est bien fait, ça donne envie de regarder. Voilà. Nous, c'est une sorte de street food, comme le graffiti en fait, ça reste quelque chose de la rue en fait. C'est ça quoi. Trop cool. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Big Boss? Alors on est du lundi au samedi, on est au 40 rue des Gravilliers, de midi à 14h30 et de 19h à 21h. Ok, trop bien. Et est-ce que vous allez faire des choses un peu au-delà du restaurant, des événements liés au graffiti, des choses comme ça? Oui, normalement c'est prévu. Alors oui, c'est prévu, on n'a pas vraiment de date encore, mais oui, on va sûrement. On devrait faire une collaboration avec une autre marque. Là, on est en train de voir, on est en train d'attendre. On va faire une collaboration aussi, on doit faire un graphe avec le Goku Asian Cantine. Ah, génial. Voilà, on va faire un graphe Goku Asian Cantine et Big Boss Restaurant. Trop bien. Voilà. Vincent qu'on a reçu sur l'épisode 16 pour l'épisode des restaurateurs. Donc, ça serait sur Vers République, on fera ça. Voilà. D'accord, génial. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de le faire. Merci pour l'énergie, c'est trop cool. Merci à toi. Je suis hyper contente de vous avoir rencontré. Bon, je ne vous ai pas trop vu sur les stands parce que vous étiez tellement bondés de monde qu'on n'a pas eu le temps. Mais on se revoit bientôt. Ça marche, merci. Merci beaucoup, ciao. Salut Jade, comment tu vas? Salut Linda, très bien. C'est génial. J'ai bien mangé. Ouais, on a bien mangé. On a le même t-shirt. C'est ça, alors qu'on ne s'est pas du tout... on n'a pas communiqué. Ouais, on ne s'est pas appelé avant pour se dire viens, on s'habille pareil, donc trop cool. Déjà, pourquoi tu mets ce t-shirt? Alors parce que en fait je l'ai vu sur Insta et je suis allée, moi j'habite à Belleville, donc je suis allée manger à cantine chinoise. D'accord. Et je leur ai demandé s'ils vendaient le t-shirt. Ouais. Et ils m'ont dit ah non on ne le vend pas. Par contre il m'en reste donc ils m'ont offert. Trop bien. Voilà. Et donc je suis très contente de le porter parce que je le trouve super et que j'avais effectivement vu le visuel à l'époque, c'était il y a quelques mois déjà, avec la pancarte et la jeune femme qui avait mis effectivement sur son panneau en carton cette phrase et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de l'avoir reprise. Ouais. Pourquoi ça a résonné en toi cette phrase Parce que c'est doublement positif en fait, dans l'évocation, dans le message et c'est tellement nous en fait de parler de nourriture en même temps et d'amour. Voilà. Tout à fait. Tu as aussi reposté une illustration de Banmi Podcast. J'ai fait ça. Ouais. C'est trop sympa. Merci beaucoup. C'est l'illustration de Mélodie. Qu'est-ce que ça te... Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de ce mouvement qui vient soutenir en fait les communautés asiatiques et aussi quelque part les restaurateurs? Je trouve bien de prendre la parole et je trouve bien de véhiculer des messages à la fois
positifs, instructifs, qui font un peu avancer les choses, qui font ouvrir les regards, parce que tout est juste une question d'ouverture de regard. Voilà. Et donc à partir du moment où ça m'a paru, en fait j'ai même pas réfléchi, ça m'a paru complètement spontané et naturel de le faire. Voilà. C'est une évidence un peu. Mais ouais, moi j'aime bien voir ce spectre-là et en même temps par la food, mais aussi aller au-delà de la food et se dire que tout ce qu'on consomme, que ce soit des films, de la musique, de l'art, etc., que ça peut créer aussi des liens avec les gens. Et c'est de se connaître les uns les autres au-delà de ce qu'on consomme. Oui, et parfois il suffit simplement de le formuler pour être entendu parce que sinon ça passe un peu inaperçu, c'est invisibilisé et c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en marche, de changer cette invisibilisation et de pouvoir montrer, partager, parler, témoigner, et tout ça. Et alors c'est la première fois que tu viens à un festival ici Vietnam? Oui, mais je crois que c'est le premier. En fait, ils font aussi des projections. Là, c'est la première fois que tu as un food market. Est-ce que tu connaissais ici Vietnam les festivals? Non, d'où l'intérêt. On peut critiquer Instagram et les réseaux sociaux, mais mine de rien, on peut avoir des bonnes surprises et être informé des choses intéressantes. Et sinon, je pense que je ne serais pas venue parce que j'en aurais pas entendu parler. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert sur le festival? Alors pas forcément. Là si, un livre que je viens de trouver de Kim Thuy. Tu peux nous le montrer? Ouais, voilà, j'en avais pas entendu parler, mais je crois qu'il est sorti en 2017. Ouais. Et l'autrice qui je crois, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'elle est québécoise. Ok. Bref. Et il se trouve que je partage des lectures sur mon Insta et j'avais partagé un de ses textes. Et donc je savais pas du tout qu'elle avait fait un livre sur la cuisine où elle semble avoir réuni différentes personnalités qu'elle connaît à travers leurs récits personnels et des recettes. Sinon, on a très bien mangé. Là, on était chez Tram Tram Playa. Tram Tram, ouais. Super bon. Et je viens d'acheter du chocolat marou. Trop bien. Ouais, alors moi je connaissais le violet et il l'avait plus, donc j'ai essayé. Un copain m'a dit que celui à la noix de coco était très très bon. Ok. Au lait de coco. Et là, on était à la recherche d'un café. Ok. Il y a Hanoi Corner. Mais il y en a, j'ai vu qu'il y avait une croix comme quoi, je pense, rupture de stock. Mais c'est pas grave. C'est parti très vite. Je pense que le festival, il a amené beaucoup de monde par la curiosité des gens qui passaient. Et mon chéri a attrapé une plume pour jouer au foot avec les pieds. Ah oui, au Dakar. Voilà, moi je ne connais pas. Enfin, le foot avec les pieds, normal, oui, mais là avec une plume. Oui. Tu es d'origine vietnamienne, Chad? Ouais. Est-ce que tu retournes souvent au Vietnam? Alors on va dire plutôt que j'y suis allée. D'accord. Voilà, j'y suis allée mais pas beaucoup et j'ai hâte d'y retourner et avec mes enfants. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu transmets beaucoup de ton héritage vietnamien à tes enfants? Par quel biais? Ça c'est une grande histoire. J'essaie déjà de bénéficier du mien. Ouais. Mais oui, la démarche d'essayer de bénéficier du mien d'héritage me permettra justement, et ça a été un des points de départ de mon initiative d'essayer d'y avoir accès pour mes enfants. Ouais. Mais c'est pas toujours évident par rapport aux histoires. Tout à fait. Merci beaucoup, Jade. Merci à vous. Je te retrouve derrière un café. Derrière un café, si on en trouve. Ouais. Ça marche. Merci, salut. À bientôt. Salut. Salut Nac, comment tu vas? Salut, super, merci. Je suis contente de te rencontrer. Tu as été mon premier stand où j'ai goûté le Ban Kit. Ouais, je connaissais pas du tout. Écoute, le Ban Kit, c'est un concept qu'on a mis en place avec mon frère et des amis. Et donc le concept, c'était juste le mélange. Moi, j'aimais bien le mélange de plusieurs saveurs, de plusieurs cultures. Ouais. Et le Bo Kit, le Ban Kit, c'est le mélange de la culture antillaise avec la culture asiatique. Donc c'est le pain du Bo Kit, le pain antillais avec le contenu de saveurs asiatiques. Ouais. Voilà. Un peu le banh mi et le contenu d'un banh mi. Ouais. Voilà. Donc moi, dans le concept, c'est que je mettais différentes saveurs dans le Ban Kit. Donc on a
Bon, il y a plein de saveurs que tu connais, il y a le loc-lac, il y a le poulet citronnelle, le fameux poulet citronnelle ou bœuf citronnelle. En fait, on peut faire un mix de viande. Et ça, c'était plutôt intéressant parce qu'au lieu de rester sur une seule saveur, on avait mélangé avec plein de saveurs. Du coup, on a testé, ça a pris petit à petit sur mon entourage et puis on a décidé de développer la société. Là, pour l'instant, on est localisé dans le 91, dans ma commune. Mais l'idée, c'est de développer un peu plus alors peut-être devenir une franchise, on va voir, mais apporter l'idée derrière. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as grandi aux Antilles ou Alors non, j'ai beaucoup de connaissances aux Antilles. J'ai des amis antillais avec qui on a parlé. Et voilà, ils m'ont fait goûter le bokit. J'aimais bien le pain, franchement le pain du bokit, et j'aimais bien le contenu du bankit. Donc du coup, je me dis pourquoi ça n'existait pas. Et donc du coup, je vais tester. T'as vraiment créé quelque chose. Voilà, c'est un concept qui était pas, c'était plutôt assez simple, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait les bao burgers qui existaient, donc c'est un peu dans le même état d'esprit, de mélanger deux saveurs et puis ça match bien. Voilà. Et moi j'aime bien ce mélange un peu de d'avoir différentes influences pour en créer de nouvelles. Exactement. Et inspirer encore de nouvelles la fusion de sucre existe depuis des années, de l'Antiquité d'ailleurs. Chaque personne qui voyage amène sa petite touche et puis voilà, donc ça existe depuis très très longtemps. Voilà, maintenant on essaie de revisiter un peu les choses. Le banh mi, on le connaît par cœur, le bokit, ça commence à être développé, mais voilà, il y a d'avoir le pain entier qui était plutôt moelleux, un peu croquant, avec différentes saveurs. Voilà, ça matchait bien et puis je vois que dans le stand, ça a plutôt bien, ça fait plaisir à pas mal de personnes. C'est une belle découverte parce que moi je connaissais pas le bokit, donc le bankit m'a permis de découvrir aussi le bokit. Exactement, en fait. L'idée c'est de découvrir les deux et de comparer derrière. Ouais, super. Et du coup, est-ce que c'est la première fois que tu participes à un food market? Voilà, c'est mon premier événement, j'ai été invité. Bon, je suis pas spécialement vietnamien, mais le concept de la fusion de food où on était un peu tout seul. Voilà, on m'a invité pour dire oui. On va plutôt avoir, c'est un peu l'état d'esprit du food market, c'est de découvrir quelque chose de tout nouveau. C'est ça. Voilà, donc, tu viens d'où toi? Alors moi je suis cambodgien. T'es cambodgien. Voilà, donc, mais par contre, je connais très bien les plats asiatiques, je cuisine beaucoup de plats asiatiques. Donc voilà, ça m'a permis un peu de pouvoir tester, faire goûter et puis de faire découvrir ce nouveau concept. Ok, bon, en tout cas j'aime beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir fait goûter. Merci. Et j'espère te revoir bientôt. Avec plaisir. Franchement, avec de nouveaux plats fusion. Oui, avec d'autres, il y aura d'autres, comment dire, il y a d'autres mélanges qui va y arriver. Il y aura l'Asie, mais voilà, l'esprit de la fusion de food est là. Ouais. Puis c'est ça qui fait la richesse de la France, c'est que c'est multiculturel et on a besoin de créer autour de tous ces mélanges, de toute cette richesse qui est présente en France. Quelle chance on a. La chance qu'on a de pouvoir être entouré de plein de personnes différentes. Oui, et puis voilà, maintenant ça me permet ça a peut-être donné des idées pour d'autres concepts. Donc voilà, moi je suis content de pouvoir apporter quelque chose dans ce domaine-là. Ok, super. Avec plaisir. Merci Nak. À bientôt. À bientôt. J'avais déjà vu passer ça. Oui, comédienne, ouais. Salut Annie, ça va? Ça va. Bravo pour ta performance. Merci beaucoup. Franchement, de le faire en solo, et puis c'était hyper poétique. Je crois que tu as une histoire derrière cette danse, cette performance. Tu peux nous raconter? Alors en fait, dans cette création que j'ai faite, c'est un solo qui dure un peu moins de 10 minutes. J'ai voulu travailler en fait sur deux plans différents. Donc je me suis d'abord basée sur un conte vietnamien qui existe déjà, qui s'appelle le conte du gâteau du Tet. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Tu peux nous raconter le petit résumé. Alors en fait, c'est l'histoire d'un royaume où le roi en fait cherche son successeur, au Vietnam du coup. Et en fait, il a 20 fils. Donc un peu compliqué de choisir. Et en fait, en fonction de la classe sociale de la mère et de l'âge et de l'âge de l'enfant, en fait, ils vont avoir des grades différents. D'accord, ok. Donc, par exemple, le 16e fils, là, ça va être vraiment basé sur Langlieu, qui est le 16e fils, du coup. Sa mère est décédée avant sa naissance, et c'est un des plus jeunes, donc il a vraiment zéro moyen, en fait. Tous ses grands frères vont avoir des cavaliers, des nourrices, tout ça, plein de personnes à leur service, sauf lui. Et du coup, le roi décide, pour choisir le futur descendant,
il donne la tâche à ses enfants de lui ramener le meilleur mets qui puisse exister. Ils ont 1 semaine pour le faire. Et donc lui, Langlieu, ce qui l'intéresse, c'est pas de devenir le roi, c'est pas son but, mais il veut quand même faire plaisir à son père, sauf qu'il a 0 moyen, il sait pas comment faire. Donc il voit tous ses frères partir, et lui, il est obligé de rester là où il est. Et donc il y a une nuit où il va rêver en fait, et ça va être un rêve céleste plus ou moins, donc c'est un message du dieu du ciel qui va lui donner en fait la recette des gâteaux de riz du Nouvel An. D'accord. Et donc au réveil, il va en parler à sa nourrice, sa seule et unique nourrice, et en fait sa nourrice va lui dire mais en fait c'est un message du ciel, il faut que tu le réalises. Et donc pendant 1 semaine, il va s'entraîner à faire ces gâteaux de riz, dont un en forme de carré et un autre en forme de rond, du coup le rond pour le signe de la lune et le carré pour le signe de la terre. Et en fait, au final, ces gâteaux vont vraiment toucher le roi, et c'est lui qui va devenir le roi finalement du royaume. Ça c'est pour le petit résumé du conte. Et donc je suis partie de ça, et après je me suis dit, je voulais travailler aussi avec des foulards, des tissus, tout ça, je trouvais ça d'abord très esthétique, mais je trouvais que ça pouvait donner ce côté un peu de divinité, de conte en fait. Donc j'ai d'abord attaché dans mes cheveux en fait pour donner un peu ce côté de royauté. Et après, en fait, j'ai rattaché aussi mon histoire à ce conte, au sens où je parle d'un métissage qui est vraiment rattaché à moi au début. Je ne sais pas ce qu'il fait là, mais il est là. Et en fait, ce foulard, au début, il me suit un peu partout, mais il me gêne parfois. Je me le prends ou je marche dessus. Bon, là, j'ai pas marché dessus, mais ça peut être des trucs comme ça. Et en fait, il y a un moment où je me libère de ce foulard, je le retire et je commence à jouer avec. Donc, je commence à prendre, je commence à avoir confiance en ce foulard, en ses origines, à comprendre d'où ça vient et disons à en tirer pas profit, mais à les accepter et à vivre avec en fait. Parce que bon, j'imagine que comme tout asiatique en France, quand on est petit, voilà, on n'a pas forcément envie d'avoir ses origines collées à soi. Et donc après, j'évolue avec 2 autres foulards de couleurs différentes. Et en fait, ces couleurs, si on regarde les anciens drapeaux du Vietnam, en fait, il y avait 6 couleurs comme ça différentes, du bleu, du blanc, qui signifiaient en fait les 6 éléments qui basent la philosophie chinoise, qui était vachement présente au Vietnam auparavant. Donc il y avait l'eau, la terre, le feu, le bois, le métal et l'air, si je ne me trompe pas. Et du coup, en fait, j'utilise ces drapeaux-là, plus je me suis inspirée du coup des éléments pour pouvoir construire une chorégraphie. Et voilà, montrer une construction. Et cette construction se ramène aussi du coup au conte, quand il refait ses gâteaux, etc. et qu'il les refait et refait. Donc il y a des éléments qui se répètent à chaque fois. Et du coup à la fin ça se termine avec le rond et le carré. Et voilà mon Vietnam, mes origines. Voilà. Ok, c'est super beau. C'est très long. Ouais, non mais c'est beau de voir toute l'histoire derrière et comment tu peux l'exprimer sur scène et par ton art qui est la danse. Est-ce que cette performance tu la joues aussi dans des théâtres où est-ce qu'on peut te retrouver qu'est-ce que tu fais en fait Alors en danse, là je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience pour être programmée dans des théâtres. Parce que je passe mon diplôme d'études chorégraphiques donc cette année. C'est un diplôme de conservatoire en contemporain. Et du coup l'année prochaine je pars en formation à Annecy. Là ça sera plus du hip-hop contemporain, mais ça reste quand même une formation en danse. Mais du coup oui, je suis trop jeune pour être programmée dans des théâtres. Après je vais réutiliser ce solo pour le montrer du coup pour mon diplôme. Ok. Voilà, mais malheureusement on peut pas me revoir, donc il fallait venir, mais voilà. Ouais, en tout cas c'est super et je trouve qu'on est en plein dedans, tu sais, un peu de cette construction et déconstruction de ce qu'on est, de ce qu'on reflète, de parfois nos interrogations sur nos origines, etc. Exactement. Et tu l'as bien représenté avec les foulards, tu vois, genre dont tu te détaches et que tu ramènes aussi à la fin, où tu t'appropries aussi ces éléments-là et c'est un peu une quête identitaire qu'on retrouve à tout âge en fait. En tout cas, le moyen d'expression que tu utilises le retranscrit vachement bien. Donc, merci pour ça, c'était très joli. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite? Plein de projets. Et voilà. Après, mon but dans la danse, c'est quand même de chorégraphier. Mais je pense qu'il faut quand même passer par une case d'interprétation pour mieux comprendre les rouages du métier, tout ça. Donc, ouais. Voilà. En tout cas, c'est super chouette de pouvoir mettre en avant ces origines et tout ça
Parce que de ma génération à moi, on avait tendance plutôt à l'atténuer. Ouais. Et là, le fait de les mettre en valeur, de les mettre en lumière et tout, ça donne envie d'aller chercher nous-mêmes. Exactement. Parce que moi, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas de plusieurs personnes, enfin si je pense, c'est qu'au début, on sait qu'on a nos origines, mais bon, là, on se fait blâmer à l'école. Il y a des trucs comme ça à la con qui font qu'on ne veut pas chercher à comprendre nos origines. Et moi, c'est en découvrant, par exemple, l'Union des jeunes vietnamiens en France, que ma mère m'a fait découvrir, que j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres gens comme moi, en fait, parce que j'étais pas dans un collège forcément très mixte. Et en fait, c'est là, du coup, c'est assez tard que j'ai commencé vraiment à m'intéresser en fait à ce pays, même si j'avais déjà des bouts et tout, mais c'était assez superficiel. Donc là, c'est vraiment un vrai travail et j'adore. J'adore retrouver des choses comme ça. Donc je les ai utilisées pour le solo aussi. Ok, super. Merci Annie. Là, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Vous avez bien marché. Hein. C'était un super événement, ouais. C'était intense. C'était top. C'était le premier événement depuis qu'on est déconfiné, qu'on a plus les masques. Des super stands, vraiment des clients trop sympas. Et il a fait beau, tout le monde était trop content. Donc, ouais, super top. Comment tu as commencé Tram Tram? Alors j'ai commencé parce que déjà j'adore la bouffe et puis j'ai commencé par des dîners privés. On était donc dans mon appartement à 8 et puis petit à petit j'ai commencé une activité de catering et des pop-up dans des restaurants de potes qui étaient fermés les samedis parfois ou les dimanches. Et récemment, j'ai commencé une longue résidence à la Parade. Donc au début, c'était en takeaway parce qu'on était dans une période où on n'avait pas de service en salle possible. Et je suis là-bas jusqu'à fin octobre. Ok, si on veut te retrouver du coup. Exactement. C'est où? C'est dans le 11e de rue des Goncourt. Ok. Voilà, et on propose des petites assiettes du coup bistronomiques avec des influences viettes, mais pas que, aussi qui s'inspirent de mes voyages et puis tous mes amours culinaires. Trop bien. Et comment tu t'es lancée dans la restauration en fait? Alors je me suis lancée un peu en autodidacte. Moi, ma maman avait un restaurant, ma grand-mère aussi. Quand elle est arrivée en France, elle s'est installée, toute ma famille s'est installée à Brest. Et ils avaient un immense restaurant, premier restaurant vietnamien de la ville. Et donc j'ai un peu grandi dans cet univers, dans leur cuisine, mais également comme toute vietnamienne, je pense, avec tous les grands festins qu'on se fait en famille, avec les tontons et les tatas. Et c'est une passion qui s'est transformée en fait en profession aujourd'hui. Ouais, parce que tu faisais quoi toi avant? Alors avant j'étais avocate. Ah oui, rien à voir. Rien à voir, c'est une vraie reconversion. Et avocate au barreau de New York. Et donc j'ai vécu à Hong Kong comme je t'avais dit et en Asie. Okay. Et ça fait environ 5 ans que je suis revenue en France. D'accord. Et du coup c'est une activité que je conserve encore un peu. Ouais. Donc c'est pas une reconversion totale, j'arrive à jongler avec les deux parce que les deux me passionnent. Merci. Et voilà, donc c'est des bonnes journées, mais des bonnes journées qui m'apportent beaucoup. Ouais. Et du coup, tu as trouvé un peu tes influences dans la cuisine par rapport à tes voyages, j'imagine? Oui, exactement. Alors ma cuisine, j'ai commencé vraiment avec une cuisine traditionnelle viette, mais quand même avec toujours la recherche de produits de saison, des produits de qualité. Et ça a évolué vers parfois des influences japonaises, françaises, américaines. Par exemple, à la Parade, on fait des brunchs très américains avec des vrais Césars, des pancakes. Et voilà, c'est toujours difficile, je pense, pour un chef ou une chef de qualifier sa cuisine. Ouais. Je pense que c'est ton identité, tu vois, genre. Exactement. Donc je dirais que c'est un peu de la comfort food qui va sur de la bistronomie, avec toujours un équilibre entre le végétarien, les poissons et les viandes pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Ok, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce festival? C'est la première fois que tu participes à un festival focus sur le Vietnam? Absolument, c'est une super initiative. Je trouve que c'était vraiment hyper plaisant en fait, de retrouver les gens de notre communauté et puis aussi finalement des voisins de quartier et tout cet engouement.
tout ce monde. Voilà, j'en suis très fière et je trouve que c'est un très très bel événement et j'ai hâte de revenir ici l'année prochaine. Ok, super. Ouais. Bah, merci Priscilla. Merci à toi. On se retrouve du coup à la parade. Exactement. Salut Charlène, comment tu vas? Salut, très bien, je suis hyper excitée, donc super, ça va. T'as une super journée aujourd'hui? Ouais, super journée, hyper intense parce que du coup on travaille en amont, mais je suis hyper ravie, plein de rencontres, voilà, de food, de scènes, enfin voilà, hyper ravie. C'est la première fois que tu fais un festival comme ça de food market? C'est la première fois, c'est la première fois. Et en plus focus sur le Vietnam? Et en plus focus sur le Vietnam, donc doublement, hyper ravie quoi, hyper contente. T'as des origines vietnamiennes? Ma mère est française et mon père est vietnamien, on est à Saigon. Et c'est pour ça que tu as appelé ton restaurant Mamie Ba Noi. Exactement, c'était vraiment un hommage à ma grand-mère, à ce qu'elle m'a transmis, à mes valeurs, à ma famille, à voilà, mon éducation, à voilà, cette cuisine que j'adore, ce pays aussi que j'adore aussi, enfin voilà, dont je suis amoureuse. Et voilà, Mamie Ba Noi, c'est un concept de cuisine traditionnelle mais un peu retwisté quand même. Mais vraiment la ligne conductrice de Mamie Ba Noi, c'est vraiment des produits de saison, toujours dans la saisonnalité, produits sourcés et essayer de vraiment faire des choses sympas mais saines et voilà. Et comment t'es venue cette idée de te reconvertir dans la restauration? Parce que c'est une reconversion. C'est une reconversion. Comment ça? En vrai, la cuisine, ça a toujours fait partie de ma vie, de ma famille. Dans ma famille, les repas, c'est le truc dans ma famille. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie, de cuisiner, d'être en famille. Et ensuite, il y a eu un moment où voilà, j'étais un peu au bout de ce que je faisais. Et du coup, je me suis dit, peut-être la food, c'est cool. Et voilà, ça m'est venu comme ça. Avec un peu de temps, avec un peu de remise, voilà, une petite remise en question. Et voilà. C'est ton papa qui filme? Oui, c'est mon papa. Est-ce que papa peut venir aussi? Est-ce que papa peut venir pour discuter un petit peu? Parler avec Charlène de sa reconversion. Qu'est-ce que vous pensez de sa cuisine? Elle vient apparemment de votre maman, parce que c'est Mamie Ba Noi. Oui. Du coup, oui, elle a hérité de toute sa jeunesse, ce que j'ai cuisiné avec mon épouse et la grand-mère. On lui a donné beaucoup le respect de la famille déjà, de se réunir ensemble et faire de la bonne cuisine vietnamienne, respecter tous les ingrédients. C'est ça qui est... Il ne faut pas perdre cet héritage parce que c'est très important. Et c'est quoi votre spécialité dans la cuisine vietnamienne? Moi, c'est le porc au caramel. Le porc au caramel. Très gras, c'est... Oui. Mais je le fais à ma manière, oui. Et toi, Charlène? Moi, ma spécialité, je dirais pas que j'ai une spécialité, je touche un peu à... Mais le truc vraiment que j'aime manger ou que j'aime cuisiner? Que t'aimes manger, que t'aimes cuisiner. Ok, que j'aime manger, c'est les ban kun, j'adore ça. Et que j'aime cuisiner, il y a plein de trucs... le porc au caramel, j'adore ça, c'est hyper convivial. Enfin voilà. Après, pardon? La purée au jambon. Non, mais oui, le porc caramel, les rouleaux de printemps, les soupes, les raviolis. Voilà, c'est difficile de choisir. C'est tellement, la cuisine asiatique, la cuisine vietnamienne, elle est tellement riche. Exactement. Il y a une telle diversité que c'est dur de choisir. Ouais. Puis il y a vraiment de toutes les saveurs, il y a aussi des choses qui sont très fraîches. Exactement. C'est vraiment, il y a cet équilibre en fait entre le sucré, le salé, l'acide. Voilà, c'est un juste équilibre avec tout et du coup c'est hyper harmonieux en bouche et voilà ça. Comme le banh mi. Le banh mi, t'as toutes les saveurs. Et le podcast s'appelle Banh Mi. Oui, le podcast s'appelle Banh Mi. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu aimes dans le banh mi? Pour moi, la base, le banh mi, c'est les pickles, c'est la coriandre. Ouais. Et la charcuterie, le pain en vrai aussi. Mais mais le banh mi, c'est un tout, c'est un mix un juste équilibre entre toutes ces choses-là.
Et après l'inconditionnel du banh mi, je sais pas, ouais, les pickles et la coriandre quand même. Ouais, c'est ça qui fait vraiment le banh mi. Enfin, on ne le retrouve pas dans d'autres sandwichs français ou autres. Enfin. Et vous, qu'est-ce que vous aimez manger quand vous allez au Vietnam? Je me dirige vers la soupe pho. La soupe pho, c'est un incontournable. Oui. Et c'est vraiment, ça fait trop du bien. Ça réconforte. Tout à fait. Est-ce que vous avez un mot que vous dites souvent en vietnamien? Si vous avez un mot en vietnamien? Choi Dok Oi. Choi Dok Oi. Est-ce que j'ai un mot en vietnamien? Tu parles vietnamien, Non, Charlène? pas trop. Bah si, merci, Kamang. C'est la base et voilà, ça veut tout dire en même temps. Exactement. Ok, bah merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Partie en art appliqué, après à la Sorbonne. Après, je me suis dit, mais en fait, j'aurais pas de métier, c'est trop bizarre. Du coup, j'ai tout arrêté pour du rugby au Stade Français. Je suis restée 1 an. Et elle a fait du rugby. Ouais. Et après tout ça, en fait, en fac d'art plastique, mon médium, c'était vraiment la nourriture. Je faisais beaucoup de photos argentiques, beaucoup de photos de nourriture. J'utilisais vraiment la nourriture pour des installations comme médium de pratique. Et du coup, ça a découlé sur le fait que j'ai fait un stage en design culinaire où je faisais des photos, des logos et des dessins pour une start-up. Et après, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, je crois que j'ai vraiment envie de cuisiner. Et du coup, l'école que j'ai faite après, donc j'étais à Duperré en design culinaire, ça m'a vraiment permis de passer en cuisine, faire mes premières expériences en cuisine. Du coup, je suis allée chez Denis Mbroisi qui a fait Top Chef. Et à partir de là, du coup, le destin a bien fait les choses. J'ai rencontré mon mari, j'ai vu mes copines aussi, donc mes 2 milieux qui se sont un peu emmêlés, donc le design et la cuisine. Donc on a pu faire ce stand, on a pu faire tous nos dessins. Trop et bien, tout. J'adore. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis dans le groupe de Franck Baranger, donc dans le 9e. Je suis dans les restaurants Caillebotte, Pantruche, Belle Maison et Coucou, en chef de partie tournante et en chef de partie plus. Ça se passe bien, des grosses journées, du 8h du matin, 1h du matin et après le festival. C'était pas du tout prévu de faire ce festival, c'est parce que le hasard a fait que j'ai rencontré Taïtan, celle qui tient la Tropica. Je l'ai rencontrée dans un train. Ouais. Et après, elle m'a fait rencontrer Meilan et de fil en aiguille, on est arrivé ici. Trop bien. Voilà, du coup, on a fait des crêpes pour aujourd'hui. Des banh sao. Ouais, c'est ça. On a voulu faire un peu des banh sao, donc c'est un peu ce souvenir d'enfance, de crêpes hyper croustillantes. On se disait tout le temps, mais c'est quoi cette garniture dedans? Du coup, on voulait faire un peu plus une garniture de notre génération. Donc il y en a un où on a fait du poulet frit avec du concombre et de la crème de courgette. On a fait aussi un au bœuf, au saté et au miel. Et également un végétarien, sauce cacahuète, pour être au goût du jour. Voilà. Et toi, tu es d'origine vietnamienne? Moi, je suis d'origine vietnamienne. Mes parents sont nés au Vietnam. Là, il y a ma sœur qui parle très bien vietnamien. Elle est née au Vietnam. Ouais. Moi, je suis née à Paris comme ma deuxième sœur. Mais il y avait toujours ce questionnement un peu de ok, en fait, vous nous éduquez un peu comme des Viettes, mais on grandit avec des babtous, entre guillemets, mais non, en fait, ça le fait pas. Et de fil en aiguille, ça a été un peu le fil conducteur de tout ce qui se passe maintenant, de la vie, comment ça se déroule. Et je me dis que c'était cool quand même d'avoir ces origines-là pour continuer. Au final, je pense que c'était vraiment un gros plus, quoi. Quelles sont les différences que tu peux voir dans tes influences déjà culinaires entre la France et le Vietnam où voilà, tu fais en sorte de les marier? Ouais. En gros, quand j'étais plus, je me disais, c'est un peu une histoire bête, mais je pense que ça résume bien. Quand tu es en primaire et que ton goûter c'est une brique de jus avec une brioche et que tu vois tout le monde avec un pain au chocolat, tu te dis mais en fait j'aimerais trop ça, je peux goûter. Et à l'inverse, au final, quand je goûtais ces produits, je me disais ah mais un nem-chua ça me manque, un truc bien dégueu comme ça. Et au final, c'était de me rendre compte que l'un et l'autre se complétaient vraiment et que l'un intéressait l'autre et l'autre aussi. Et de se dire en fait on va faire des trucs cool qui va aller dans le sens et c'est de la fusion. J'aime pas du tout ce terme de cuisine fusion, de mélange, c'est vraiment genre de la technique où c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est mélanger des histoires. Là actuellement avec mes collègues, on va pas se cacher, la cuisine c'était vraiment une deuxième famille, c'était vraiment un truc extraordinaire. On s'est dit ah ouais, en fait on vit vraiment dans une 4e dimension, mais c'est trop cool parce que c'est vraiment de la créativité en continu,
ça parle de nos histoires, ça parle de où on vient, et également ça parle aussi de ce qu'on est en train d'apprendre. Pentruche, caillebotte, c'est vraiment entre guillemets traditionnel, il y a ce savoir-faire français, il y a des artichauts en barigoule, il y a des jus qu'on va travailler, un jus de breisage, un truc comme ça, et là on va se dire, ah bah vas-y, on va mettre du gnocchman, du saté, pour faire plaisir à Amanda, ou pour justement changer de goût, et justement c'est ça qu'on trouvait ça intéressant dans cette partie de comment les deux, pour répondre à ta question, comment ça se rassemble et tout. Voilà, tu cut au montage. Du coup, merci beaucoup. Est-ce qu'on va te retrouver sur d'autres festivals cet été? Ouais, carrément, si j'ai un peu plus de temps, parce que là, du coup, comme c'était le premier, j'ai fait ça en une semaine. J'ai eu archi peur, mais c'était très cool comme expérience. Merci beaucoup. C'est des dîners à domicile, peut-être surtout se reposer, se reconcentrer sur le resto, sur une partie créative et tout. Mais si tu veux regarder ce qu'on fait, ça sera avec plaisir. Du coup, sur Insta, c'est chez Piam. Donc chez trait du bas, le underscore là comme on dit, Piam, P-I-A-M. Ok. Et voilà, donc on mettra tout dessus. Merci en tout cas pour ce discours passionné. Gros monologue. Et puis à bientôt. Ouais. C'est bon. Salut Charles, salut Lila. Salut Linda. Comment ça va? Très bien. Ça va. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Rivet Studio? Alors, Rivet Studio, c'est donc à la base j'avais une société d'importation de produits vietnamiens tournés vers l'artisanat et on a voulu avoir une marque plus emblématique qui était basée donc sur les techniques traditionnelles de l'artisanat vietnamien, les matières naturelles et sur un design épuré et contemporain. Et on voulait partager ça avec le grand public, donc on a créé la marque Studio Rivet qui est à destination du grand public et on a un site internet, choses comme ça. Et à l'origine du projet, donc il y avait ma société et Lila, la directrice artistique. Et puis Rivet, c'est aussi l'occasion pour nous de communiquer ce qu'on pouvait faire plus difficilement avant sur nos partenariats avec les artisans, sur les matières naturelles qu'on emploie, sur nos aspirations en termes de design. Et c'est vrai qu'avec pour le coup, avec la première société, on avait moins l'occasion de le faire, parce que comme on vendait qu'à des boutiques, on était rarement en contact avec le client final, le client particulier. Et donc là, aujourd'hui, c'est super, on a pu rencontrer plein de monde, plein de gens qui nous ont fait des super retours sur les bijoux, l'art de la table et tout. Et du coup, est-ce que toi, tu vas souvent au Vietnam pour rencontrer les artisans? C'est plutôt y aller sur des durées un peu longues. Quand on y va, c'est pour y rester un petit moment, parce qu'il faut le temps d'aller voir les artisans, parce que souvent on en profite pour aller rencontrer. Alors ça, c'est vraiment la spécialité de Charles, d'aller rencontrer des nouveaux artisans qui ont des nouveaux savoir-faire, pour essayer de faire des nouvelles collections. Alors je sais pas, quelqu'un qui va travailler le métal martelé ou la broderie ou la soie. Et donc quand on y va, c'est un peu ce truc-là d'aller investiguer, d'aller sur place, voir ce qu'ils ont comme ressources aussi en termes de machines, en termes de savoir-faire, en termes d'envie aussi. Donc voilà. Et toi, comment tu as eu cette connexion avec le Vietnam, Charles? Alors c'est vraiment un hasard complet, j'étais pas spécialement lié à l'Asie, j'ai eu l'opportunité de faire mon service militaire là-bas. Ah oui. Mais avec une forme assez particulière, j'étais prof de français pour l'armée vietnamienne, pour des officiers vietnamiens. Donc du coup j'ai été immergé dans le Vietnam, pas du tout lié au tourisme ou des choses comme ça. Donc étant très mauvais prof de français, les officiers vietnamiens m'ont appris le vietnamien. J'ai passé une année incroyable, j'ai adoré ce pays et donc j'ai cherché un moyen de pouvoir rester en contact avec le Vietnam autrement que par le tourisme. Donc j'ai vu qu'il y avait un super artisanat et je me suis dit pourquoi pas essayer d'importer ça, de le faire connaître, de distribuer, et ça a pas mal fonctionné. Et donc petit à petit on a raffiné, on a commencé à faire des sélections, changer les couleurs et puis de plus en plus de créations. Et Lila nous a rejoint, ça fait maintenant 5 ans. 6 même, voilà, je crois bien. Et on essaye de régulièrement sortir des nouvelles collections avec des nouvelles inspirations. Et qu'est-ce qui est si distinctif de l'artisanat vietnamien en comparaison avec l'artisanat des pays voisins par exemple? Un truc qui est particulièrement intéressant, c'est que le Vietnam s'est encore organisé avec des villages d'artisanat. C'est un truc ici qui a disparu. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de découvrir, même au sein d'un même village, différents savoir-faire, parce que chaque famille procède plus ou moins de différentes étapes aussi de fabrication. Donc ça c'est assez spécifique, et en plus c'est des matériaux aussi spécifiques. La corne quand même, la laque, c'est des choses
assez caractéristiques et qui nous permettent en plus de faire dans le dessin des volumes qu'on ne pourrait pas forcément se permettre avec d'autres matériaux comme le métal ou ce genre de choses. Et dans ces villages, les maisons sont assez ouvertes, on peut rentrer, voir un peu ce qu'ils sont en train de faire, leur poser des questions. J'ai la chance d'avoir appris le vietnamien, donc déjà... Que tu parles très bien d'ailleurs. Correctement. Et donc les Vietnamiens ont un a priori très positif. Et donc l'échange se fait assez facilement. Donc on découvre, moi je traduis à Lila les questions techniques, ce qu'elle a besoin de savoir pour la création. Et puis l'appétit vient en mangeant, souvent les gens, j'avais fait quelque chose il y a 5 ans, ils sortent de leur placard un ancien produit, ça nous donne une autre idée. Donc c'est vraiment, c'est super, c'est un peu l'idée de notre nouvelle marque, donc il y a vraiment un pont entre le Vietnam et la France. Donc il y a le côté artisanat, mais il y a aussi le côté lien humain et tout ça. Voilà. On a 2 collègues aussi à Hanoï, du coup, maintenant, dans notre bureau là-bas. Donc c'est aussi un échange perpétuel avec eux, qui eux sont sur place, en veille perpétuelle. Donc non, c'est génial. Ok. Est-ce que tu vois un intérêt des Français pour l'artisanat vietnamien? Est-ce que l'artisanat vietnamien est assez mis en lumière en France, tu penses? Ah oui, ça justement, quand j'ai commencé, ça a toujours été très positif, parce que les gens... Un a priori très positif sur le Vietnam. Il y en avait certains qui connaissaient un peu l'artisanat, donc ça c'était bien. Et après, même sur tout ce que je leur montrais, les gens étaient très intéressés. Alors après, j'avais peut-être des bons contacts, c'était peut-être dans mon milieu, les gens aimaient bien ça. Mais ça a toujours été super, quoi. Et après, quand on apportait des nouvelles choses, ça nous permettait de garder le bon relationnel. Les gens voyaient que ça évoluait et de garder des relations sur le long terme. Est-ce que vous êtes confronté à des différences interculturelles, le fait d'être français au Vietnam par rapport à designer des choses qui viennent de leurs matériaux mais qui ne sont pas faits par des Vietnamiens mais par des Français? Après c'est un vrai échange parce que c'est un aller-retour perpétuel, c'est-à-dire que nous on va avoir une intention initiale qu'on leur soumet, souvent il y a déjà des retours qui font que le produit, en fait un objet il est aussi façonné entre eux, leur savoir-faire, nous des inspirations spécifiques et ils s'agrègent dans cette dualité-là et c'est ce qui fait le produit final qui généralement est pas du tout ce qu'on avait forcément pensé au début, mais c'est aussi ça qui est chouette. Et puis après aussi nous tous les deux, donc on est occidentaux, mais je parle un peu vietnamien. Et après, on a les équipes sur place qui font partie de la même structure, qui sont vietnamiens. On a UN qui est une Française d'origine vietnamienne. Donc je pense que les artisans ne nous perçoivent pas comme une entité exogène sans rapport avec eux. En plus, on travaille avec certains depuis quasiment 20 ans. Donc il y a vraiment la durée. J'ai vu leurs enfants comme ça. Il y a vraiment un lien assez fort qui s'est c'est pas que du business, construit, et tout ça. Souvent, on déjeune ensemble. On passe des bonnes soirées. Et puis on sent aussi que pour certains, ça reste quelque chose, on est quelque chose d'assez intéressant aussi parce que dans les villages d'artisanat, justement, ils ont quand même tendance à pratiquer un artisanat plutôt traditionnel. Et on voit qu'il y en a certains qui sont justement ouverts à essayer d'avoir des nouvelles formes, d'avoir des nouvelles idées, qui eux-mêmes se les approprient après pour leur propre collection. Et donc là aussi ça crée un échange, ça on trouve ça assez intéressant aussi. Ok, super, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir Rivet. Je suis hyper contente, en plus c'est vraiment très joli ce que vous faites. Donc j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à aller visiter votre compte Instagram. Ils peuvent passer commande directement sur le compte. En passant par le site. En passant par le site. Super, merci Charles, merci Lila. Merci Linda. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banh Mi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram banmi.podcast
ou sur ma page perso, Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes.